parler de Aladdin, sorti en 1992 des studios Disney, librement adapté d'un conte des Mille et Une Nuits. Je vais faire vite fait les bons points, les mauvais points, et ensuite je passerai à la partie spoiler qui sera la plus intéressante. Donc là, la partie non spoiler s'adresse à ceux qui n'ont pas vu le film. Pour résumer mon point de vue sur ce film, c'est si vous l'avez pas vu, regardez-le. Franchement, n'attendez pas que je vous motive à le regarder, regardez-le, il est pas long. Et c'est un film qui est hyper riche. La dernière fois, j'ai voulu faire une critique de Mulan, moi c'était il y a un an, et j'ai bloqué pendant 3 mois tellement que le film était riche. Et là, quand je me suis vraiment penché sur ce film, parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais envie de dire, ben finalement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses, que ce soit sur l'humour, sur les messages surtout. Donc il a fallu que je fasse une petite sélection. Je le répète, c'est une mini critique. Je ne parlerai pas de tous les aspects du film. Je peux oublier des points très importants. Je vais juste me concentrer sur certains points. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et je vais passer très vite sur la partie non spoiler. Le premier bon point, c'est les personnages qui sont très bien écrits et attachants. Aladdin me fait beaucoup penser à Harry Potter, le Harry Potter des bouquins, pas le Harry Potter des... dans sa façon d'aborder les problèmes, etc. Il est pas parfait, mais il a un cœur qui est pur. Abu me fait un peu penser d'ailleurs à Ron. Abu agit de manière morale, mais parce que il est avec Aladdin, comme Ron agit de manière morale, parce qu'il est avec Harry. Si Ron n'était pas avec Harry, jamais il aurait fait tout ce qu'il a fait dans la saga, quoi. Alors que Harry, si, Harry l'aurait fait. Ensuite, le personnage de Jasmine, qui est un personnage de femme forte et intelligente, et j'avais, jusqu'à ce que je me pense vraiment sur le film, il y a pas longtemps, j'avais jamais remarqué à quel point elle était intelligente. Alors c'est pas Sherlock Holmes, etc. Mais moi je m'étais pas aperçu que c'était son principal trait de caractère, en réalité, son intelligence. On a Jafar, qui fait partie des meilleurs méchants de Disney. On a le personnage du génie, qui quasiment à lui tout seul fait tout le film. D'ailleurs, là il y a Guy Ritchie qui est en train de réaliser ou de pré-produire Aladdin pour les studios Disney, et il a été question un temps de centrer le film sur le génie. C'est passé avant Aladdin, tellement que le génie est un personnage vachement bien, vachement drôle, vachement intéressant, etc. Bon, au final ça se fait pas, donc ça c'est très bien. Je préfère qu'il fasse un remake de Aladdin plutôt que de faire un film sur le génie, surtout réalisé par Guy Ritchie. À mon avis ça peut faire quelque chose de bien. J'espère qu'ils vont laisser de côté un peu l'aspect musique et se concentrer sur le personnage d'Aladdin. Enfin bref, les personnages sont vachement bien écrits, ils sont attachants. Ensuite le film est très drôle, il y a plein de formes d'humour. On n'est pas comme dans Shrek par exemple où on a que de l'humour décalé ou de l'humour référencé, mais sorti de ça il n'y a pas une variété d'humour énorme. Sur ce point le film me fait penser à Hercule où il y a plein de sortes d'humour et en gros il y en avait pour tous les goûts. Les thèmes du film, les messages qu'il véhicule sont très bien. On a par exemple l'importance de la vérité. Le film nous montre que notre richesse en tant qu'humain ne correspond pas à notre richesse pécuniaire, on va dire. Alors ça évidemment tout le monde le sait, mais ce que je veux dire, c'est que montrer ça à des enfants dès le plus jeune âge, je pense que c'est bien. Et que montrer qu'une personne riche qui a réussi, etc., ne vaut pas mieux qu'un vaurien, parce que Aladdin, pendant tout le film, est appelé un vaurien. Ça, c'est bien. Ensuite, le film nous parle de l'importance de l'égalité de considération malgré les différences. Message développé dans les spoilers. Et ensuite le film nous parle de liberté. Donc c'est que des messages importants je trouve, c'est que des thèmes qui m'intéressent en plus. Et le film à un moment donné nous fait une démonstration de propagande politique ou de marketing politique ou d'optimisation de la communication politique, ou on appelle ça comme on veut, en gros de la propagande. Ça je développerai dans les spoilers et c'est un truc que j'avais pas remarqué jusqu'à récemment. Donc ça c'est pour les messages. Et ensuite pour finir, le film est beau. Tous les films des années 90 de Disney sont beaux. En général tous les films de Disney sont beaux, certains plus que d'autres. Par exemple La Belle et le Clochard est magnifique je trouve. J'aime pas vraiment le film mais le film est magnifique, le dessin est super beau. Et il y en a d'autres que j'aime moins. Mais bon, tous les films des années 90 je trouve sont assez beaux et celui-là est très beau. Et les environnements sont très variés. Alors je dis pas qu'on passe 3 heures dans chaque environnement, mais par exemple on a le désert, la ville d'Agrabah, le palais d'Agrabah, la caverne aux merveilles, une oasis, l'océan, des montagnes enneigées, le ciel, on a un peu de Chine et un peu de Grèce. Enfin bref, le film est drôle, les personnages sont attachants, les messages sont importants et sont très bien développés et le film est beau. Et j'oublie un truc aussi, les musiques. Si vous avez jamais vu le film, normalement vous devez au moins connaître les musiques. Prince Ali est culte, Je suis ton meilleur ami du génie est culte, Ce rêve bleu est culte. Enfin bref, il y a plein de musiques cultes et qui sont pas cultes pour rien dans ce film. Rien que pour les musiques ça vaut le coup. Je vais passer au point pas bien, c'est vraiment du pinaillage. Il y a certains gars qui peuvent vieillir parce qu'il n'y a pas que des blagues référencées dans le film, mais il y en a. Et du coup, dans 20 ans, si quelqu'un regarde le film et que Jack Nicholson a été oublié, ou bien que les gens dans 20 ans ne regardent pas les films de Jack Nicholson, le moment où le génie par exemple se transforme en Jack Nicholson, on va pas comprendre la référence. Donc voilà, moi il y a des personnages américains par exemple, à un moment donné le génie se transforme en une sorte de mathématicien ou de joueur d'échecs, etc. qui louche. Bon moi je sais pas qui c'est. Soit je fais des recherches pour comprendre la blague, soit j'en fais pas, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait justement. Et du coup la blague je la comprends pas. Donc le doublage français essaye toujours de rattraper le truc en mettant des blagues à la place des blagues qu'on ne pourrait pas comprendre. Mais bon voilà, il y a des blagues qui se traduisent pas et il y a des blagues qui vieilliront très mal. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler. Dans les bons points, le doublage français est absolument génial. On a Féodor Atkin qui fait la voix de Dr House, d'Elrond, etc. Qui fait la voix de Jafar, du méchant. Et on a Richard Darbois, qu'on devrait même pas présenter,
qui fait la voix du génie. Et le doublage en général est vachement bien. Je connais pas qui fait la voix d'Aladin et de Jasmine, mais ils se débrouillent vachement bien aussi. Donc je disais, les gars qui peuvent vieillir, et ensuite il y a des petites incohérences au niveau du scénario. Mais bon, comme dans tous les Disney, on s'en fout. Ce Disney-là est adapté d'un conte et les contes n'ont pas à être logiques. L'important c'est de pouvoir développer des messages, de mettre en place des personnages qui seront attachants sans forcément apporter de la lourdeur dans le scénario en expliquant tout ou alors en rajoutant des éléments dans le film pour rendre le tout cohérent. C'est probablement ce qu'aurait fait Nolan, où il explique tout, il est toujours en train d'expliquer, au final ces films sont plombés par beaucoup trop d'explications et au final il y a une part de merveilleux très faible chez Nolan. Et même Inception, où on parle des rêves etc, il n'y a absolument rien de merveilleux là-dedans. Pareil qu'il se retourne, la belle affaire. Perso, quand je rêve pas de trucs comme ça, je rêve de trucs beaucoup plus grands. Enfin bref. Bref, en conclusion, ce film est un chef-d'œuvre de Disney, il faut le voir, ça fait partie des meilleurs Disney. Les films des années 90 en général, il faut les voir. L'histoire est fluide, les personnages sont attachants, le film est très drôle, les messages sont bons, les environnements sont variés, c'est beau, les musiques sont belles, et les mauvais points, ben, ils sont quasi insignifiants, donc franchement, je peux que le conseiller. Je vais passer maintenant à la partie spoiler, donc regardez le film d'abord si vous l'avez pas vu, mais normalement tout le monde devrait l'avoir vu ce film. Et puis voilà, à plus. C'est d'envoyer voler jusqu'en enfer toute la misère avec ses chimères, loin de ma colère, loin de mes frontières au fin fond du désert. Je parle du personnage de Jasmine. Quand je voyais le film avant, je trouvais que Jasmine était un tout petit peu vénale quand même, dans le sens où elle dégage ses prétendants, etc. Ok, mais quand il y a Aladin qui vient la voir sur son balcon, qui essaie de la séduire, etc. Elle lui dit jetez-vous du balcon, il va pour se barrer. Elle croit qu'il a sauté, qu'il s'est suicidé. Du coup, elle s'inquiète, elle arrive, et là il revient, il est sur son tapis volant. Et en voyant le tapis volant, après elle accepte de faire un tour avec lui, etc. Donc je me disais en gros, le tapis volant c'est l'équivalent de la décapotable. La fille rejette le mec, puis elle le revoit avec une décapotable, elle dit ah, mais finalement je t'aime bien, je te trouve beau, et je te trouve intelligent, je te trouve sympa, et vas-y, je peux faire un tour avec toi. Bon, du coup, je trouvais que ça desservait vachement le personnage de Jasmine. Et en fait, pas du tout. Elle le dégage, parce qu'elle l'a vu se présenter à son père en disant je suis le prince Ali Ababois. Présentez-moi votre fille et je ferai sa conquête. Comment osez-vous, tous les trois? Il en parlait un peu comme d'un objet. Donc elle l'a dégagé. Il est venu sur le balcon pour continuer sa roucoulade. Elle l'a dégagé, et au moment où elle croit qu'il se suicide, bon ben elle l'aime pas, mais pas au point de provoquer un mort. Donc du coup, c'est logique qu'elle s'inquiète pour lui. Il remonte avec le tapis, du coup elle est intriguée par le tapis, parce qu'elle avait jamais vu de tapis volant apparemment. Et là, elle s'intéresse non pas à Aladin, mais elle s'intéresse au tapis. Donc elle retourne pas sa veste par rapport à ça, c'est au tapis qu'elle s'intéresse. Et là, il y a Aladin qui lui dit, vous venez faire un tour, etc. Elle est réticente, et il lui dit, vous avez confiance en moi? Et là, elle capte que c'est le mec qu'elle a vu au marché. Donc elle fait quoi? Et elle commence à comprendre, et il répète, vous avez confiance en moi? et c'est exactement ce qu'il lui a dit juste avant de sauter quand il s'était poursuivi par les gardes. Et du coup, là, elle est sûre que c'est lui. Finalement, elle prend sa main et elle monte avec. Plus tard dans le film, il se retrouve sur la cité interdite en Chine à regarder les feux d'artifice. Je m'amuse à penser que c'est les feux d'artifice qu'il y a après la victoire de Mulan. Et là, elle discute, il dit oh c'est magnifique, etc. Quel dommage qu'Abou n'ait pas pu venir. Et là, Aladin qui fait oui, non, mais en fait c'est parce qu'il aime pas voler, etc. Et du coup, il se trahit. Elle le ruse, elle lui fait un petit piège, elle l'a démasqué comme ça. Moi, je la trouve intelligente pour ça. Et au début du film aussi, quand elle se fait choper parce qu'elle vole un truc, parce qu'elle a pas la notion de l'argent, etc. Et c'est pas que les choses se payent vu qu'elle est jamais sortie du palais. Il y a Aladin qui arrive de suite, qui la secourt et qui lui fait entrez dans mon jeu. Et de suite, elle comprend qu'elle est là pour l'aider, etc. Et du coup, elle fait l'idiote, etc. Du coup, de suite, elle se met à faire l'idiote. Aladin rattrape le coup en disant non, mais elle fait croire qu'elle connaît le sultan, mais en fait, elle croit que ce petit singe est le sultan. Et là, elle se met à s'agenouiller devant Abou, alors que c'est une princesse à la base. Mais elle joue le truc à fond. Elle commence à se mettre à genoux devant Abou en disant Oh merveilleux sultan, je suis votre servant. Aladin continue de parler, embobiner le marchand, etc. Et puis après, il la prend et lui dit allez, petite sœur, il est temps d'aller voir le docteur. Et puis là, elle croise un chameau et elle continue à être dans le jeu d'Aladin. Oh bonjour docteur, comment allez-vous? Non, non, voyons, pas celui-là. Enfin bref, elle le démasque, elle fait preuve de ruse, elle fait preuve d'adaptabilité pour sortir des problèmes dans une situation qu'elle a jamais vécue jusque-là. Et à la fin du film, quand Jafar leur dit de s'agenouiller devant lui à la fin du film, quand il est devenu le plus grand sorcier de la Terre, etc., et ben elle refuse de s'agenouiller devant lui. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il y a Go qui fait... C'est marrant, elle arrive même pas à me surprendre. Enfin bon, dans le sens où ils sont tellement pas surprenants les gens moraux quoi. Ils agissent constamment moralement quoi, ils sont même pas surprenants. Donc ça je trouve ça marrant. Donc elle a une dignité, elle refuse de s'agenouiller devant Jafar, n'empêche que à la fin quand elle croyait Aladin mort et que Aladin revient et va choper la lampe pour vaincre Jafar, elle est pragmatique, elle met sa dignité de côté, elle chope Jafar et elle l'embrasse. C'est la seule princesse Disney qui embrasse un méchant dans toute l'histoire de Disney. Le premier Disney en long métrage c'était 1937, c'était Blanche-Neige. Autrement dit, en 80 ans de long métrage, il n'y a jamais une gentille qui a embrassé un méchant de Disney. C'est la seule princesse Disney à faire ça et
elle le fait pour la bonne cause. Bref, c'est une fille digne qui s'adapte, qui fait preuve de ruse, de pragmatisme. Bref, Jasmine que je trouvais vénale, et bien en fait j'adore ce personnage maintenant. Et dans le film, quand ils se rencontrent, elle croit que c'est un rien du tout, Aladdin, etc. Mais après, elle croit que c'est un prince. N'empêche qu'on voit que celui qu'elle aime, c'est le mec du début, et pas spécialement le prince, tu vois. Et de son côté, Aladdin, quand il est tombé amoureux de Jasmine, il savait pas que c'était la princesse. Et ça, c'est un truc qui est important chez Disney, par exemple. Dans Cendrillon, quand Cendrillon va au bal pour rencontrer le prince, etc., elle danse avec le prince, et à la fin, quand les 12 coups de minuit sonnent, elle dit « Mince, déjà, j'ai pas vu le prince, etc. » Et donc on comprend qu'elle tombe amoureuse du prince sans savoir que c'est le prince. Tandis que lui tombe amoureux d'elle sans savoir qui elle est. Dans La Belle au Bois dormant, c'est pareil. Philippe et Aurore sont promis l'un à l'autre depuis la naissance. Ils se rencontrent. Philippe ne sait pas qu'il doit se marier avec Aurore. Aurore ne sait pas qu'elle va se marier avec Philippe. Ils tombent amoureux et ensuite on leur apprend chacun de leur côté. Non mais t'es déjà promis à quelqu'un d'autre, tu peux pas te marier avec lui. Et du coup, tous les deux sont malheureux, etc. Et Philippe il lui dit moi je m'en fous, c'est une paysanne sûrement, je vais me marier avec elle, etc. Donc ça c'est un truc important chez Disney. Le fait que tu tombes pas amoureux de quelqu'un pour son statut, pour ce qu'il représente ou quoi que ce soit. Tu tombes amoureux de quelqu'un parce que t'es juste tombé amoureux de lui sans rien savoir de plus. Et à la base, la rencontre devait pas être comme est dans le film. J'ai vu sur le Blu-ray du film que à la base, normalement Aladdin devait fuir les gardes, se retrouver perché sur un rempart du palais. Il devait voir la princesse, tomber amoureux d'elle en sachant que c'est la princesse, descendre dans un arbre. Et là, il y a Abu qui aurait été pendu dans l'arbre et qui bougerait les lèvres et c'est Aladdin qui ferait la voix et du coup il communiquerait comme ça avec la princesse où il dirait ouh là je suis l'esprit de je sais pas quoi, etc. et tout, et il séduirait la princesse comme ça. Bref, mais du coup Aladdin aurait voulu séduire la princesse en sachant que c'est la princesse et donc le fait que ce soit une princesse jouerait un rôle dedans, donc richesse, etc. qui parasiterait son sentiment amoureux qui normalement devrait être pur. Bref, ils ont complètement changé la scène et c'est très bien comme ça. Allez, je vais parler de l'humour vite fait. Alors, l'humour, comme je l'ai dit, est très varié. J'ai juste fait une petite sélection de blagues qui me font rire. Alors pas les grosses vannes que tout le monde connaît, etc. Mais juste des trucs que j'avais pas remarqué et qui me font très rire. Par exemple, quand le génie veut faire sortir Aladdin de la caverne aux merveilles de force, il fait monter sur le tapis et il lui indique les sorties de secours. Et les issues de secours se trouvent ici. Dans les coins. C'est logique, c'est un tapis, donc il y a genre rien qui empêche de sauter du tapis, donc les sorties de secours sont partout. Donc ça c'est un truc que je trouve marrant. Ensuite, quand il y a Iago et Jafar qui échafaudent un plan, et ben ils se mettent à rire chacun leur tour. Il y en a un qui commence à faire le moment où le sultan est super content de voir Aladdin, sa présence vient faire capoter les plans de Jafar, du coup Jafar il est méga blasé que Aladdin arrive, et il y a le sultan qui dit oh je suis enchanté de vous voir, etc. Je vous présente Jafar mon grand vizir, il est aussi enchanté. Et là on voit Jafar qui fait juste extatique. Il y a le moment où Iago a volé la lampe à Aladdin et l'a donnée à Jafar. Du coup, Jafar la frotte, le génie sort. Le génie s'aperçoit que il a changé de maître. J'ai changé d'abonné. Et il fait ce soir le roi d'Aladdin sera joué par un acteur grand, ténébreux, sinistre et moche. C'est trop marrant. Ensuite, il y a le moment où Jafar se transforme en sorcier le plus puissant de la Terre, etc. Et qu'avec ses pouvoirs, il chope Aladdin, il retourne, il l'attache en l'air, et puis là, il lui chope le nez. Il s'amuse avec son nez comme ça et ensuite j'ai mis une gifle. Cette gifle je la trouve trop marrante. Et mon devoir après tout. Et ensuite on a une blague. On pourrait se poser la question, est-ce que la blague est raciste? Est-ce qu'elle est pas raciste, etc. En fait le fait est qu'on en fait beaucoup trop avec le racisme et ça et on taxe n'importe quoi de raciste. C'est juste un cliché culturel. Comme les Chinois mangent du riz, etc. Bon. Il y a une blague, c'est le moment où le génie s'enflamme en disant que la liberté c'est ce qu'il voudrait le plus au monde. Devenir mon propre maître, ce serait encore plus merveilleux que toute la magie et tous les trésors de tout l'univers. Mais après il capte qu'il s'enflamme et il se dit à lui-même mais qu'est-ce que je raconte? Il faut que je redescende sur Terre. Ça n'arrivera jamais. Génie, réveille-toi mon pote, faut faire la pause couscous. Ensuite je vais parler un petit peu des messages. Et sur les messages je vais parler de la vérité. Dans le film, pour être avec Jasmine, Aladdin ment. Il se fait passer pour un prince. Ça n'en est pas un. D'ailleurs, il y a une blague qui est marrante où à un moment donné, Jafar il se montre très méfiant et il dit au fait, de quelle province avez-vous dit que vous veniez? Et il y a Aladdin qui sait pas quoi répondre, alors il fait oh, je viens d'une province si éloignée que vous ne pouvez pas la connaître. Et il y a Jafar qui répond cela m'étonnerait. Et Jafar il est dès qu'on le traite d'inculte. Enfin bref, Aladdin ment, il s'embourbe dans son mensonge. Quand Jasmine le découvre et qu'elle dit t'étais bien le garçon du marché, etc. Pourquoi tu m'as menti? À la place de lui dire la vérité en disant voilà, je suis un vaurien en gros, un homme du peuple, voilà, pauvre, je suis orphelin, etc. etc. J'ai découvert une lampe magique qui m'a transformé en prince, mais sinon je suis rien du tout. Plutôt que lui dire ça, il a préféré dire non mais en fait je suis prince, mais je me suis déguisé en domestique, manière d'échapper au protocole. Donc il ment, et à côté de ça, le génie lui dit clairement de lui dire la vérité. Dis-lui la vérité. Le tapis essaye de l'encourager à dire la vérité. Qui je suis
Mais Aladdin ne veut pas dire la vérité. Le problème est que quand on ment, souvent on est obligé de dire un autre mensonge pour donner de la cohérence au premier mensonge qu'on a dit. Ça peut créer un effet boule de neige et que on ne sait pas à quel moment la vérité va sortir. Et la vérité peut sortir à un moment où on ne veut absolument pas que la vérité sorte. Et dans le film, elle sort quand la vérité? Elle sort pendant la prise de pouvoir de Jafar. Et c'est de la bouche de Jafar que Jasmine apprend que Aladdin lui a menti. Donc ça va que Jasmine est intelligente et du coup elle comprend. N'empêche que ça aurait pu bien foutre le bordel. Le seul contrôle qu'on peut avoir sur la vérité, c'est en la disant. Mieux vaut que la vérité arrive par notre bouche plutôt que autrement. Et dans le film, au moment où la vérité sort, 10 secondes avant, Aladdin il voulait dire la vérité et il s'entraînait à dire Jasmine je t'ai menti, etc., etc. Le fait est que il l'a pas fait et que au moment où la vérité sort, Aladdin il a beau dire mais je te promets que j'allais te le dire. Jasmine, je te jure que je voulais te le dire, je l'ai pas eu. Jasmine n'aime pas le savoir. S'il y avait dit 10 secondes avant, ok, elle aurait dit effectivement tu me l'as dit, puis après Jafar me l'a dit aussi. Mais en l'état, elle peut pas savoir si Aladdin allait réellement lui dire la vérité ou bien si comme jusque là il allait ne pas lui dire. Et une fois que la confiance est sapée en quelqu'un, c'est très difficile de réavoir confiance en lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir aux gens. Et on peut nous sortir de certaines situations. On peut avoir l'impression qu'il décomplique certaines situations alors qu'en réalité ça ne fait que les compliquer. Dumbledore disait dans Harry Potter, les bouquins, pas les films, parce que dans les films Dumbledore est complètement vidé de sa substance, en tout cas à partir du 3 quand ils ont changé d'acteur, mais bizarrement le scénariste est resté le même et pourtant Dumbledore a perdu de l'épaisseur à partir du 3. Dans les bouquins, Dumbledore dit 2 phrases. La première, c'est « La vérité est toujours belle et terrible, c'est pour ça qu'il faut l'aborder avec beaucoup de précaution ». Et la deuxième, c'est « Je pense que la vérité est toujours préférable au mensonge ». Oui, la vérité peut être terrible, mais un mensonge le sera toujours plus. Autrement dit, il faut dire la vérité. Au pire, s'il y a des choses qu'on ne veut pas dire, on ne dit rien. On n'est pas obligé de parler de tout. On peut garder le silence sur un sujet, mais si on décide d'ouvrir sa bouche, c'est la vérité qui doit en sortir et pas un mensonge. Parce que même si la vérité est terrible, le mensonge le sera toujours plus. Bref, je vais passer maintenant au petit cours que nous donne Disney de propagande politique. Donc, tac. Sortez vos cahiers. La chanson Prince Ali est une démonstration parfaite de propagande de campagne politique. Et grâce à cette chanson, on peut comprendre comment un mec comme Macron peut passer du stade d'inconnu à président en l'espace de 2 ans. Pour ceux qui regardent la vidéo dans 20 ans, Macron, c'est lui. Voilà. Donc, déjà, le premier truc, c'est de chanter les louanges de l'homme poétique. L'homme poétique, dans ce cas-là, c'est Aladdin. Et le mec qui chante les louanges, c'est le génie. Alors, qu'est-ce qu'il fait le génie? Est-ce qu'il se présente en tant que génie? Et est-ce qu'il dit, oh, regardez ce mec, il est vachement génial, etc. Non, pourquoi? Parce que si le génie dit ça d'Aladdin, eh bien, on a un mec qui dit que Aladdin est super. Donc ce que fait le génie, c'est qu'il se transforme en plein de personnes différentes, il se balade entre les gens et il tient un discours unique. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en politique, avec des politiques qui ont leurs petits copains milliardaires qui détiennent la presse. Et là, tu vas avoir toute la presse à l'unisson qui va te dire, c'est pour ce mec qu'il faut voter. En tout cas, là, ça a été flagrant avec Macron. L'idée, c'est que plein de médias et de supports différents disent la même chose. Du coup, nous, on lit Paris Match, on regarde BFM TV, on lit L'Express, on lit Libération, on lit tous ces journaux, on regarde plein de chaînes différentes et on se dit, tout le monde est d'accord pour dire que ce mec-là est vachement bien. Le fait est qu'en réalité, tout ça, ça appartient à un seul mec ou alors à 2 mecs. On crée l'illusion du consensus alors qu'en réalité, c'est l'opinion unique d'une source unique. Et ensuite, il y a juste des gens qui font les relais de cette opinion unique. Ensuite, le génie, quand il chante les louanges de Aladdin, il dit « a vaincu une armée. Toute avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Brassani. » Autrement dit, il le pose en tant que chef de guerre, en tant que mec qui peut protéger une population. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé en politique. On crée une peur et ensuite on se présente comme étant la solution. Alors ça peut être le chômage, la crise économique, l'immigration, l'insécurité, ça peut être le terrorisme, ça peut être tout ça. L'important est de présenter un problème et de dire j'en suis la solution. Ensuite, l'important aussi pendant une campagne, c'est de créer une fausse popularité à travers différents médias qui sont à la botte du candidat, via des copinages, etc. Mais il y a aussi le fait de créer une fausse popularité sur le terrain. C'est-à-dire que on va prendre notre homme politique, on va le mettre sur le terrain, et là il va y avoir des badauds qui ne connaissent pas le programme du mec,
qui ne vont probablement pas voter pour lui, mais le simple fait de voir quelqu'un de connu, ben, les gens viennent, veulent le toucher, lui parler, prendre un autographe, etc. Et là, toi, t'arrives avec ta caméra, ton petit journaliste qui est dans le coup, tu cadres ça, et surtout, tu t'éloignes pas trop pour pas montrer qu'il y a que 15 personnes. Et là, du coup, tu passes ça à la télé, et du coup, ça crée l'illusion de la popularité. Donc, on se dit, les gens intelligents qui sont à la télé et dans les journaux, ils disent que c'est un mec bien. Les gens dans la rue le reconnaissent comme un mec bien. Ça peut pas être totalement un pourri. Et du coup, on est plus à même à voter pour lui. Là, c'est ce que fait le génie. C'est-à-dire qu'il prend une quinzaine de personnes, il les amène à Aladdin, et les mecs qui sont là, ils connaissent pas Aladdin, ils connaissent que dalle. Ils sont tout contents de lui serrer la main. Et du coup, ça rend Aladdin sympathique de serrer la main à des moins que rien comme ça, alors que lui, c'est le prince Ali, qui a 103 chameaux et chamelles, qui a vaincu toute une armée avec son épée, etc., etc. Et ensuite, il y a le moment où le génie tire le tapis sous les gardes, et ce qui fait que les gardes tombent à genoux et font la révérence à Aladdin. Ça, pour moi, c'est l'illustration des autorités politiques soumises, ou des autorités n'importe lesquelles. Que ce soit un présentateur télé, que ce soit un mec dans la politique, etc. Tu obtiens des soutiens par la force. Là, c'est en tirant le tapis. Dans d'autres cas, alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais par exemple, par rapport à Macron, on a le cas Bayrou. C'est-à-dire, il y a Bayrou qui critique à mort Macron, qui dit qu'il n'apportera aucune solution, que c'est... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, il lui crache dessus, et ensuite il se rallie à lui, comme par hasard. Et qu'est-ce qui se passe juste après l'élection? Il y a des affaires qui sortent sur Bayrou. À mon avis, c'est un cas flagrant de soumission d'autorité politique dans un but électoral. Enfin bref, et c'est ce que fait le génie en tirant le tapis. Du coup, on crée l'illusion que les gardes s'inclinent devant Aladdin, alors qu'en réalité, pas du tout, ils ont été soumis par la force. Donc évidemment qu'à mon avis, Disney a pas voulu faire un cours de propagande politique ou quoi. Le fait est que c'est dans le film. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et en plus, pourquoi je parle de propagande politique et pas de propagande tout court? C'est parce que à la base, Aladdin, c'est un voleur. Et comme disait Coluche, la seule différence entre les hommes politiques et les oiseaux, c'est que parfois les oiseaux s'arrêtent de voler. Je vais finir sur Aladdin qui à la fin décide de libérer le génie. Dès le début, il lui dit, quand le génie dit que ce qu'il voudrait par-dessus tout, c'est la liberté, il y a Aladdin qui dit « Moi, je vais le faire. Je vais te libérer. » C'est ça, oui, je te crois. Non, c'est vrai, je te le promets. Après mes 2 premiers souhaits, j'utiliserai le 3e pour te libérer. Sauf que au milieu du film, quand son dernier vœu arrive et qu'il doit le libérer, Aladdin a des doutes. Psst, ton texte, c'est que je pense que je vais libérer le génie. Quand tu veux. Et il lui dit Sans toi, je redeviens moins que rien. Et je ne peux pas te libérer. Autrement dit, il fait passer des besoins secondaires, qui sont par exemple le besoin d'être en couple, le besoin d'amour, etc., avant les besoins primaires du génie, à savoir être libre, liberté de mouvement, et ne pas avoir à obéir à quelqu'un qui, plus ou moins, a droit de vie ou de mort sur toi. Mais à la fin du film, que fait Aladdin? Il décide de renoncer à redevenir un prince, donc à Jasmine, pour pouvoir libérer le génie. On voit même le génie qui a commencé à accepter son sort, c'est-à-dire qu'il se prépare à transformer Aladdin en prince. Génie, je souhaite que tu sois libre. Et un pédigré de prince royal en polydiforme. Quoi? Et finalement, il s'arrête au milieu. Il est complètement estomaqué d'entendre Aladdin qui lui dit « Génie, je souhaite que tu sois libre », parce qu'il avait commencé à accepter son sort d'esclave. Et finalement, Aladdin le libère. Dans les besoins primaires, je dis besoins primaires, mais on devrait plutôt ça appeler les droits fondamentaux. On retrouve la liberté d'avoir accès à de l'eau, à de la nourriture, le fait d'être maître de ses mouvements, de pouvoir se déplacer sans qu'on nous enferme dans des cages, de nous enfermer dans des endroits. Liberté de mouvement. Dans les besoins secondaires ou les droits non fondamentaux, on va retrouver tout ce qui est la sécurité, une vie sociale, sentimentale, etc., etc. Et ensuite, dans les besoins tertiaires, ce sera vraiment des trucs qui sont très cosmétiques, des trucs très superficiels, par exemple. Dans les droits fondamentaux, on a mangé. Bon, ben là, c'est manger quelque chose vraiment qui nous plaît. Se couvrir pour pas mourir de froid ou pas attraper de maladie, bon ben ce sera avoir des beaux habits, voilà. C'est le tertiaire. Dans notre monde, l'humain se divertit par exemple en tuant des animaux à la chasse, c'est-à-dire que lui c'est juste un divertissement, donc besoin tertiaire, et il le fait passer avant les besoins fondamentaux de l'animal, c'est-à-dire tout simplement survivre. Il se distrait en regardant de la corrida, c'est-à-dire besoin tertiaire de l'humain, juste se distraire, et qui fait passer ses besoins avant les besoins fondamentaux de l'animal, c'est-à-dire tout simplement vivre, ne pas souffrir. L'humain va vouloir un beau manteau en cuir, un manteau de fourrure, ou en tout cas avec un col en fourrure. Là encore, il fait passer ses besoins tertiaires, que je devrais appeler plus des envies que des besoins, avant les droits fondamentaux de l'animal, c'est-à-dire juste
survivre et ne pas être enfermé, par exemple, pendant l'élevage. L'humain se distrait en allant au zoo ou au cirque, où il va voir des animaux enfermés toute leur vie pour que l'humain les voit pendant 1 heure. Voilà. Là encore, l'humain fait passer ses besoins tertiaires avant les besoins primaires de l'animal. Donc par exemple, là on a les besoins primaires, secondaires, tertiaire de l'humain, et là on va voir les besoins de l'animal. C'est-à-dire que les besoins primaires de l'animal passent après les besoins tertiaires de l'humain. L'égalité de considération, si on considère également les deux individus, qu'ils soient humains ou non humains, à ce moment-là, on peut toujours comparer, mais à égalité. C'est-à-dire que si à un moment donné, les intérêts primaires d'un humain passeront toujours avant les intérêts secondaires et tertiaires des animaux, et que les intérêts primaires des animaux passeront toujours avant l'intérêt secondaire et tertiaire des humains. Ensuite, quand il est question par exemple de droit tout simplement à la vie, bon ben, si à un moment donné l'humain se retrouve dans une condition de survie où il doit tuer un animal pour survivre, dans ce cas-là il le fait parce qu'il ne fait pas passer ses intérêts secondaires avant ses... Il doit manger à un moment donné un animal pour survivre parce que sinon il meurt. Bon, ben c'est les intérêts primaires des deux qui se confrontent et ben du coup dans ce cas-là c'est que le meilleur gagne et puis voilà. Mais si un humain va aller chercher par exemple un tigre pour le mettre dans un zoo pour que les humains puissent se distraire, à ce moment-là on fait passer les intérêts tertiaires de l'humain, à savoir le divertissement, avant même les besoins primaires d'un animal. Donc là il n'y a pas égalité de considération et je pense que l'égalité de considération des humains et des animaux ou des humains entre eux ne fait de mal à personne. Vraiment, et ça tire juste tout le monde vers le haut. Là je parle surtout par rapport aux animaux, mais ça existe aussi par rapport aux humains. Par exemple, en France, on a des miséreux, on ferme des entreprises en disant elle est plus rentable. Bon, ben j'ai pris la fortune par exemple tout à l'heure de Dassault, qui est multimilliardaire, et j'ai calculé que avec sa fortune, on peut faire 3 millions d'années de SMIC. C'est-à-dire que ce mec-là, en gardant sa fortune, en se payant des yachts, etc., en disant non mais moi je garde ma fortune parce que voilà, il fait passer ses intérêts tertiaires, c'est-à-dire il accumule des richesses qui créent de la pauvreté. Lui, il peut satisfaire ses besoins tertiaires, à savoir ses envies, qui sont du pur superficiel, tout en affamant des gens. S'il se gardait 1 milliard pour lui et qu'il redonnait tout le reste, qu'il le réinvestissait dans l'économie, etc., 3 millions d'années de SMIC. Autrement dit, à lui tout seul, il peut faire redémarrer l'économie. Bref, je m'embrouille, je sais pas si c'est clair ce que je dis, pour moi ça l'est, mais j'ai l'impression que je parle pas clairement, donc au pire, si personne comprend, je pourrais faire une vidéo complément où j'écrirai tout ça, et du coup ce sera beaucoup plus clair. J'imagine que si vous avez vu la partie non spoiler, c'est que vous avez vu le film. Je peux que vous conseiller de le revoir encore et encore, tellement que le film est riche. À chaque fois que je le vois, je découvre encore des trucs. Donc regardez-le, ou re-regardez-le, re-regardez-le, et puis voilà. A plus. Et j'oublie un truc, j'ai oublié de parler de la liberté. La liberté est abordée dans le film à travers 3 personnages que sont le génie, Aladdin et Jasmine. Jasmine et Aladdin sont 2 personnages miroirs en réalité par rapport à la liberté. C'est-à-dire que Jasmine est hyper en sécurité, mais du coup elle perd beaucoup de liberté. Je l'ai expliqué dans ma critique de Spectre, la sécurité et la liberté c'est des vases communicants. Si tu rajoutes de la sécurité, tu perds de la liberté. Si tu rajoutes de la liberté, tu perds de la sécurité. C'est comme ça. À cause d'un surplus de sécurité, Jasmine perd sa liberté, même si elle vit de manière très confortable. Tous les êtres humains ont besoin de se sentir libres. Je dis pas forcément d'être libre, d'avoir toutes les libertés, d'avoir la liberté de tuer n'importe qui, etc., et de faire ce qu'on veut, mais au moins d'avoir une liberté suffisante pour se sentir bien. Dans Will Hunting, il dit que la liberté, c'est la capacité de l'âme à respirer, et lorsqu'elle ne peut pas respirer suffisamment, c'est que les lois sont trop étroites. Enfin bref, c'est intéressant. Regardez Will Hunting. Et Aladdin, c'est le contraire. C'est-à-dire que, vu qu'il est pauvre, il passe tout son temps à essayer de satisfaire ses besoins primaires, c'est-à-dire manger. En tant que pauvre, il est forcément dans une angoisse de savoir s'il pourra manger le lendemain. On pourrait penser qu'il est libre de tout, mais en réalité, à cause de cette angoisse de ne pas savoir s'il va manger le lendemain, ben c'est une liberté qu'il n'apprécie pas. Les deux, à un moment donné, font un dialogue croisé, où chacun parle, mais c'est un peu un dialogue de sourds, ils s'écoutent pas en réalité. L'un décrit sa condition de pauvre, l'autre décrit sa condition de surprotégé, et les deux terminent en disant « Parfois, j'ai l'impression d'être... On est comme prisonniers. » Et les deux, en gros, ils sont prisonniers, l'un de sa sécurité, et qui aspire à la liberté, et l'autre de son insécurité, qui du coup ne lui fait pas apprécier sa liberté. Donc voilà, pour apprécier sa liberté, il faut un minimum de sécurité. Et ensuite, il y a le personnage du génie, qui est un personnage qui est un esclave, qui est maltraité par Jafar, quand c'est Jafar le maître, et qui est bien traité par Aladdin, quand c'est Aladdin le maître. Le fait est que dans tous les cas, c'est un esclave. Et le film nous montre que le statut d'esclave n'est pas un bon statut, parce que dans l'esclavage, il y a les bons maîtres et les mauvais maîtres. Et on peut pas dire l'esclavage c'est pas grave parce qu'il y a des bons maîtres, ou alors parce que la majorité sont des bons maîtres. Non, c'est mauvais parce que moralement, ce n'est pas acceptable qu'il y ait une personne qui ait droit de vie ou de mort sur une autre personne. Le génie a des pouvoirs cosmiques, phénoménaux, etc. Il peut faire tout ce qu'il veut,
veux, sauf être libre. Et ça lui manque. Et quand Aladdin lui demande qu'est-ce que tu souhaiterais toi, il dirait la liberté, je voudrais être libre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la liberté. À plus. Je suis votre meilleur ami.